Eh ben, bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir des alumni dans le cadre d'un événement HEC Live Project. Merci à ceux qui sont présents. C'est chouette aussi d'avoir les gens en vrai. Et merci évidemment à tous ceux qui nous suivent en ligne et qui prennent le temps de ce moment, de cette soirée pour parler de l'intuition. Je ne sais pas si on va en parler. Enfin, oui, on va en parler. Bien sûr, On va l'interroger. On va peut-être essayer de la ressentir aussi. la ressentir, bien sûr, la Quasiment, oui. contempler. Exactement. Donc, pour dire peut-être un mot rapide sur HEC Live Project, c'est toute l'offre d'accompagnement professionnel qui est proposée par HEC Alumni, qui est l'association des diplômés d'HEC. S'il y a des personnes peut-être qui ne sont pas HEC, qui sont avec nous ce soir, nos événements sont tous ouverts, donc pas seulement réservés aux diplômés d'HEC. On a lancé en fait il y a 2 ans des conférences thématiques euh, en parallèle des ateliers, des différents services qu'on propose, avec vraiment cette envie de se dire que on pouvait Ah explorer. mais mince, c'est vrai que ça marche pas avec... Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez bien veiller à couper vos micros? Euh, Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc oui, ces conférences thématiques qui sont des occasions aussi de se réunir, qui sont des occasions de parler du travail, de parler de nos vies professionnelles, de parler de sujets de sens, d'alignement, voilà, à travers des thèmes qu'on trouve inspirants, intéressants, interpellants. Mathieu Lassène, c'est la troisième fois que tu interviens pour HEC Live Project. Donc, merci beaucoup à nouveau d'être présent ce soir. Je vais te laisser te présenter plus en détail, mais en tout cas pour dire que les sujets que tu explores et la manière dont tu les explores nous interpellent, en tout cas nous plaît beaucoup. Donc voilà, on est ravis d'aller aborder cette thématique de l'intuition avec toi ce soir. Peut-être juste au niveau du cadre, donc Mathieu va faire sa présentation. Ce qu'on vous propose, c'est plutôt de poser vos questions après son intervention. Maintenant, s'il y a évidemment quelque chose de brûlant qui surgit, bien sûr, vous pourrez intervenir, mais on gardera un temps de questions. Et pour ceux qui sont en présentiel, il y aura un petit apéro après la conférence qui sera aussi l'occasion de pouvoir échanger avec Mathieu et puis entre vous. Voilà, bah, Mathieu, je te passe la parole. Merci et très bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous voir tous ici et de sentir cette ambiance qui émerge déjà, parce que cette conférence, ça va être aussi comment accueillir avec le corps ce qui est là, accueillir avec les émotions ce qui est là. Et je voudrais faire un méta, c'est effectivement la troisième fois que j'ai le plaisir d'intervenir. Et le fait que je sois là avec vous ce soir, c'est la preuve qu'en tant que personne intuitive, on peut trouver les justes clients pour soi, les justes partenariats et s'autoriser à travailler en faisant confiance au processus intuitif. Et quand on travaille pardon, avec Mathilde notamment, c'est tellement juste, c'est tellement efficace quand on se connecte à cette intuition. Ça devient évident, élégant, transparent et on aboutit à des conférences où à chaque fois il y a quelque chose de juste qui émerge. Donc je voulais faire ce premier méta qui est intéressant. Et on va faire ensemble un voyage au pays de l'intuition. Ça peut sembler un peu perché, mais on va voir comment se connecter à son intuition. Ça permet parfois pour la première fois de sa vie d'avoir une stratégie de carrière logique et rigoureuse comme jamais on l'a eu. Et là, je suis en train déjà de modéliser cette danse qui se fait entre la pensée analytique, la pensée rigoureuse et rationnelle et l'intuition, et comment l'un et l'autre dansent ensemble, ne sont que les deux faces d'une même pièce en quelque sorte. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement parce que mon histoire de vie, c'est aussi une histoire intuitive. Je vais poser le cadre de cette conférence parce que c'est souvent un sujet chez la personne intuitive de s'autoriser à poser le cadre. Et après, on va commencer à entrer en profondeur sur le sujet de l'intuition.
décrire les talents des personnes intuitives, les défis qu'elles ont. C'est ce qu'elles expriment souvent en début de coaching. Et après, on va aller plus en profondeur sur ce qu'est une intuition et comment sentir, parce que c'est notre thème ici, quand est-ce que c'est juste d'écouter cette petite voix, quand est-ce que c'est une rationalisation déguisée en intuition, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Ça va être vraiment tout notre sujet. Et vous allez voir, c'est extrêmement fin, parce qu'on peut être vraiment trompé par le faux self, sa personnalité de façade que l'on s'est créée pour être aimé, pour être adapté. Et ce faux self peut être très très malin. Et on va donner des exemples professionnels après précis, c'est-à-dire après avoir parlé du concept, on va parler de la situation du manager, de la situation de la personne en transition, par exemple, dans le cadre du recrutement, pour que vous ayez des exemples concrets. Et avec Nathalie Lourdel, où on a écrit ensemble, dans le cadre du livre qu'on a écrit ensemble sur le haut potentiel, on a récolté des centaines de témoignages et ça a été d'une extrême richesse sur le sujet de l'intuition. Et c'était inattendu, l'intuition a été très souvent évoquée, alors même qu'à la base, le sujet, c'était plutôt le haut potentiel. Alors, mon histoire de vie en mode très rapide, euh, quand j'étais tout petit, alors ça, on peut imaginer que ça prendra une heure hein, quand quand je commence, mais promis, je suis conscient du temps et je vous fais confiance pour être présent parce que ça va être extrêmement dense, ces trois quarts d'heure ensemble. Il va y avoir beaucoup de concepts, mais je vais essayer de tenir le temps. C'est que tout petit, j'avais une dimension spirituelle et j'étais connecté à l'intuition. Et dans les lectures et les témoignages que j'ai eu après, ce qui est passionnant, c'est que tout un chacun, pendant la petite enfance, reste connecté à une dimension spirituelle et intuitive, même si on s'en souvient plus. Et c'est avec le formatage de l'école qu'on oublie cette dimension intuitive. L'intuition, vous allez le voir, c'est se connecter à l'évidence de ce qui est là. Ça n'a rien d'ésotérique ou de magique, c'est simplement voir ce qui est là, mais on oublie, par le formatage de l'école, à voir ce qui est là. Et pour ma part, comme j'ai eu des traits autistiques, ça a été un défi pour moi. Je l'ai vécu comme un défi, des traits légers, hein, mais qui m'ont tout de même posé un défi. Ça a été une immense chance parce que ça m'a permis de me mettre en mode observateur et de garder cette connexion avec l'intuition. Et pendant 30 ans, avant de devenir coach beaucoup plus tard, ce que j'ai aimé faire, c'est observer ce qu'il y avait d'invisible dans les relations. Ça m'a toujours passionné. Et quand j'étais à l'école, j'ai rêvé pendant ces cours d'une école où on puisse apprendre en étant intuitif, plutôt qu'en laissant l'intuition de côté, plutôt qu'en cachant tout au fond de soi pour s'adapter au système scolaire, ce qu'il y a de plus beau en soi, ce qu'il y a de merveilleux en soi, qui est l'intuition. Et après, j'ai eu toute une partie, j'adorais pendant l'adolescence notamment accompagner, grâce à l'intuition, mes amis à dépasser leurs auto-limitations, parce que c'est avec l'adolescence qu'arrivent énormément d'injonctions de la société. Donc j'adorais accompagner les gens à voir plus grand, à s'autoriser à dépasser des injonctions. Et après, j'ai une partie de ma vie très analytique et chaque élément de la vie a un rôle. C'est vraiment ça que les gens apprennent souvent au cours d'un coaching professionnel. C'est que tous les aspects d'une vie sont justes en quelque sorte, y compris les expériences professionnelles passées qui ont pu être difficiles. Et dans cette partie très analytique, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai eu le plaisir de faire un master en audit financier à HEC et ça fait un très bel écho avec le fait d'intervenir ici aujourd'hui. J'ai été dans la finance et là, vous allez voir le lien entre pensée rationnelle et intuition. C'est qu'en toute rationalité, je me suis dit, je voulais être trader à l'époque et le trading m'a toujours passionné parce qu'il y a cette question en trading de à quel moment l'intuition est juste. C'est-à-dire, on a une gestion des risques, mais il y a quand même une petite part d'intuition, à quel moment j'y vais, à quel moment j'y vais pas. Et je me rêvais trader, en fait. Pour moi, et j'imaginais que je pourrais me débarrasser de la question de l'argent pour faire du travail gratuit, bénévole à côté, comme si il fallait que je me débarrasse de cette question-là pour faire ce que je pourrais aimer après. Et ça a été une chance que ce soit complexe pour moi de devenir trader et je suis arrivé à l'hypothèse qu'il me faudrait beaucoup d'efforts. Peut-être que je pourrais y arriver, mais qu'avec mon école d'ingénieur de départ, il me faudrait beaucoup d'efforts pour y arriver. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et j'invite mes clients à avoir la puce à l'oreille quand ça fait des efforts pour atteindre un objectif. Ça veut dire que c'est peut-être pas totalement juste. Et je me suis dit, j'ai le choix très rationnel et pragmatique entre deux choses. Avoir une vie moyenne, peut-être sécure, mais où je ne me sentirais pas vivre. Une impression de sécurité, mais sans vraiment vivre. Et faire confiance à l'intuition,
Là, c'était un retour à ce que j'avais vécu peut-être 30 ans plus tôt. Et je ne savais pas où ça allait me mener, mais il y aurait au moins une chance que ça m'apporte quelque chose, une vraie sensation de magie que je savais que je n'aurais jamais eu en continuant une carrière classique. Donc c'est finalement, je me suis avoué les choses en quelque sorte. L'intuition, c'est s'avouer les choses. Et je me suis dit, c'est pour faire référence à Matrix, j'avais le choix entre une vie sécure, mais sans saveur, ni odeur, ni espoir, une vie anonyme, une vie où juste avant ma mort, je me serais dit, qu'est-ce que j'ai fait qui fait vraiment sens pour moi, qui est vraiment profond, et une vie où j'allais me laisser porter par quelque chose d'un peu ésotérique, quelque chose où avec ma pensée analytique, je me disais quand même, mais qui avait au moins une chance de me faire vivre quelque chose. Donc j'ai décidé de me laisser guider par intuition et pas de le faire qu'à moitié. C'est tant qu'à faire, autant faire un choix, vraiment le faire. Et c'est là que j'ai découvert l'étrangeté de l'intuition. Ça m'a amené à une soirée découverte dans une école de coaching où je ne comprenais rien de ce qu'on me disait à l'époque. Ça me semblait complètement ésotérique avec la carrière que j'avais en finance avant. Mais ça me parlait. Et là, je parle déjà d'intuition. Là, je parle déjà du contenu de cette conférence en parlant de ça. Ça me parlait à un niveau profond. J'avais une sensation d'expansion avec ce qui se disait, même si les mots, j'y comprenais rien. Et je me suis dit, je fais confiance, c'est juste. Et c'est là que la suite de l'histoire, pour une grande partie d'entre vous, vous la connaissez. J'ai décidé de développer dès le départ une approche de coach centrée à l'écoute de l'intuition et du haut potentiel, avec quelque chose dans l'échange qui va permettre à la personne de se connecter à cet univers qu'est l'intuition. Et tout le monde me disait qu'une activité comme ça n'allait pas marcher, que c'était perché, que je n'aurais pas des clients, c'est-à-dire avec la pensée logique et rationnelle. J'avais 0 client et j'ai fait aucun business plan. Je me suis laissé porter et j'ai eu de l'abondance tout de suite parce que je sentais en moi que c'était juste. Et je parlais de ce rêve d'une école que j'ai eu très très tôt dans mon enfance. Ce rêve, je l'ai réalisé et avec Nathalie Lourdel, on a créé une approche, c'est même pas du coaching, c'est autre chose, une approche d'accompagnement professionnel qui met l'intuition au centre, qui permet d'avoir un échange réellement profond avec nos clients où ils s'autorisent à exister enfin dans la relation et ça donne des raccourcis absolument fulgurants pour atteindre les objectifs professionnels. On va avoir l'occasion d'en reparler ensemble. Donc voilà, c'est pour vous donner, ce n'est qu'un exemple, hein, mais pour vous donner l'exemple d'une histoire de vie où on fait confiance à l'intuition. Et dans ma carrière, il y a eu beaucoup de choses que j'ai ressenties comme des échecs, comme des manques. Par exemple, il y a un roman que je n'ai jamais terminé, mais cet inachevé, ça m'a permis d'écrire ce livre avec Nathalie, qui était tellement plus juste sur le haut potentiel en contexte professionnel. Et comme quoi, dans une carrière, voir les manques, ce qu'on ressent comme des manques, comme des échecs, c'est ce qui permet de prendre une voie tellement plus juste par la suite. Alors peut-être 3 phrases étranges. J'aime bien en début de conférence poser des phrases étranges qui vont faire écho par la suite. C'est s'ouvrir à l'intuition. C'est comme sortir d'un état d'hypnose qui n'a pas été choisi. Je dis bien qui n'a pas été choisi. C'est pas de la vraie hypnose là. C'est parce que l'hypnose est éthique hein, comme approche à la base. Parce que vous pourriez croire que je suis un intervenant du développement personnel qui irait vous proposer de vous détendre un peu, de lâcher prise, de rêver un petit peu plus et que ça apporte, que dans les comex, ça apporte un peu de créativité. On va voir que mon propos, ça va être tout le contraire. C'est que justement, se connecter à l'intuition, c'est sortir de cet état d'hypnose qui vient des injonctions de l'éducation. S'ouvrir à l'intuition, c'est enfin dessiner une stratégie de carrière logique et rigoureuse. Vous allez voir comment ça va faire écho par la suite. Et pour les personnes qui ont peur de s'autoriser à être intuitives, c'est que s'ouvrir à l'intuition, c'est accepter que pour beaucoup de personnes, votre réussite, elle sera toujours, elle sera fulgurante, mais elle sera toujours immorale, illégitime du point de vue de certains formats. On dira que c'est dû au hasard, même avec des fichiers Excel sous les yeux qui prouvent que vous avez fait 10 fois plus de ventes qu'une personne classique d'entreprise. On dira quand même que c'est du hasard, on trouvera toujours le moyen de dire que ce n'est pas vous. On va comprendre les mécanismes profonds ensemble qui font qu'on aboutit à ce type de résultat. Et vous avez déjà un élément de réponse, sauf pour les justes personnes pour vous. On va beaucoup parler ce soir du fait que que trouver l'intuition, c'est trouver les justes rencontres, que c'est la même chose, et c'est s'autoriser à trouver les justes personnes pour soi, personnes, entreprises, on parle de système vivant, bien sûr, les justes communautés pour soi, et s'autoriser à s'avouer les choses quand ce n'est pas la juste personne pour soi. Alors, ce qui est très important pour les personnes intuitives, souvent le sujet en coaching, c'est poser le cadre.
Le cadre, un même contenu, une même séquence de mots peut n'avoir rien à voir en fonction du cadre qu'on pose. Et le cadre que je vous propose, si ça vous convient, c'est beaucoup de conférences que j'ai écoutées sur l'intuition. Leur problème, c'est qu'on commence à défendre l'intuition en disant qu'elle a une légitimité scientifique. C'est très étudié, l'intuition, par la NASA, par les militaires. Il y a beaucoup de papiers là-dessus, mais je n'irai pas sur cette voie-là. Pourquoi? Parce que quand on commence à défendre l'intuition, il y a quelque chose un peu sur la défensive, c'est-à-dire dans le corps, c'est déjà un peu contracté au niveau des épaules. On défend quelque chose, et c'est le problème des personnes intuitives qui veulent se justifier. On tomberait dans le reflet systémique des personnes intuitives qui veulent justifier que leur intuition est légitime. On verra que c'est, en tentant de résoudre le problème, on l'amplifie. Donc, on ne sera pas ce soir à dire que l'intuition c'est vrai, à dire que c'est faux, à la justifier. Et je vous propose que je vais vous dire de ne pas le croire, de le tester, de le mettre à l'épreuve, de prendre seulement ce qui vous inspire. La seule intention, c'est que chacun puisse construire ses outils à soi pour réussir, et pour chaque personne, ce sera différent. Et ce qui ne vous parle pas, vous pouvez le laisser de côté, mais vous pouvez aussi vous dire ce qui me titille dans ce qui ne me parle pas, ce qui me dérange, ce qui m'agace, c'est en quoi ça parle de mon ombre, en quoi c'est peut-être quelque chose qui m'envoie un message intéressant à écouter. On dit souvent que la personne qui vous agace, c'est la personne qui, dans sa manière de s'autoriser à réussir, elle a quelque chose que vous n'autorisez pas encore. Je vois que ça parle quand je vous partage ces éléments. Accueillir ce que vous ressentez aussi. Euh, et dans le cadre aussi, oui, un élément très important, pour des raisons pédagogiques, je vais parler de la personne intuitive, la personne séquentielle. On a tous une part de personnes intuitives en nous. Je m'adresse bien sûr à tous ce soir ici. C'est simplement qu'il y a des personnes un peu plus intuitives, des personnes un peu plus séquentielles, et c'est seulement pour des raisons pédagogiques. Quand je mets des cases, il n'y a jamais l'intention que ce soit une case, il y a seulement l'intention que ce soit une fenêtre. Dites-vous que c'est uniquement pour des raisons pédagogiques que je fais ça. Il y a la question d'accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, de surtout pas chercher à retenir ce que je vous dis, de vous laisser porter par la mélodie, par ce que vous ressentez, par ce qui vibre dans le corps, et ça va se comprendre tout seul. Et s'il y a des choses qui ne se comprennent pas, ça se comprendra peut-être dans un jour, dans un mois, dans 10 ans, et c'est juste. Parfois, des personnes reviennent me voir en me disant j'ai compris plusieurs années plus tard. Et c'est se laisser porter par ça. Et quand il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui vont manquer dans cette conférence. Il y a des choses où ça va vous titiller parce que vous allez vous dire, j'aurais bien aimé qu'il aborde tel sujet. Connectez-vous à la peur qu'il y a derrière ce manque et toujours pareil au message que ça fait passer. Ça peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'intuition? Donc, on va commencer ce voyage ensemble avec le cadre qu'on s'est donné. Alors, pour commencer, on va commencer par ce qui est simple et puis après, on va aller un peu plus dans la complexité. C'est que l'intuition, c'est une source originale et indépendante d'accès à la connaissance que d'autres sources ne fournissent pas. On l'obtient ni par la déduction, ni par l'observation, ni par la raison, la logique, ni par l'expérimentation, par la somme de toutes les expériences qu'on a eues. C'est un signal extrêmement fin. Souvent, on le ressent par le corps pour commencer. Et on peut tellement vite le zapper et mettre du raisonnement derrière. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on accueille. Et je vais y revenir ce soir beaucoup aussi là-dessus. C'est toujours positif, une intuition, c'est neutre, ce n'est pas une émotion. Ça peut connecter à une émotion, mais c'est une information pure, une intuition. Et cette image est très parlante. Vous êtes en train d'écrire un contenu. Vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à trouver le truc dans cet article linking que vous êtes en train d'écrire, dans ce roman que vous êtes en train d'écrire. Et tac, il y a une évidence qui apparaît. Et souvent, j'accompagne beaucoup de personnes qui font de l'écriture parmi leurs activités. Et il y a une injonction qui dit c'est pas ça, et hop, on retourne dans le moulinage mental et on n'arrive pas à écrire. Et je les apprends à accueillir cette énergie que vous voyez là sur le slide, cette fulgurance, et à ne pas chercher plus loin. Comme si l'intuition pouvait vous parler et elle vous dicte ce qu'il y a à écrire, et c'est accueillir que ce que vous écrivez, ça vous semble être n'importe quoi, et c'est faire confiance que ça va être parfaitement juste pour les gens qui vont lire ce roman, ce livre, ce contenu.
Pareil, quand vous êtes dans une équipe de direction, quand vous êtes manager, parfois il y a des messages qui arrivent qui vous disent de dire telle ou telle chose. C'est petit à petit se laisser porter, faire confiance. Alors, il y a plusieurs types d'intuition qui sont très étudiés. Si le thème de l'intuition vous semble un peu trop ésotérique, on peut vivre toute cette conférence en s'intéressant simplement à ce qu'il y a tout à gauche, c'est qu'il y a une forme d'intuition, y compris chez les personnes au potentiel, qui est liée à la somme des expériences qu'on a eues toute sa vie. Et l'inconscient est extrêmement brillant. On est tous surdoués dans le sens où on a un inconscient surdoué. Et ça fait des liens, comme une intelligence artificielle, ça fait des liens, des corrélations dans tous les sens avec la somme de ce qu'on a vécu. Et c'est ce qui fait, dans le cadre d'un projet, on peut avoir une fulgurance, mais qui est tout simplement liée à la somme des expériences qu'on a eues. Et c'est une forme d'intuition. Il y a aussi d'autres intuitions très étudiées, c'est l'intuition inconsciente. C'est beaucoup de personnes qui me témoignent qu'avant d'ouvrir une porte, elles savent le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce. Si c'est une équipe de direction, par exemple, elles savent ce qui se joue d'émotionnel dans cette pièce. Elles savent très bien comment les gens vont se débrouiller pour ne pas aborder le sujet qu'il faudrait aborder dans cette réunion. Et j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent de ça. C'est l'intuition inconsciente. C'est comme, on utilise beaucoup l'exemple d'être conscient qu'il pleut sans pouvoir voir la pluie en particulier, mais on ne sait pas pourquoi on sent qu'il pleut dehors. C'est des choses comme ça. Il y a l'intuition métacognitive qui est très étudiée aussi et qui est beaucoup utilisée par les scientifiques, les écrivains, les artistes. C'est le fameux Eureka. C'est on mouline. Il y a une phase de maturation et puis hop, il y a l'idée qui surgit. Et l'intuition, qui est l'intuition qui peut sembler la plus perchée, mais qui est très étudiée aussi, c'est l'intuition précognitive. C'est sentir en avance quelque chose qui va se passer bien plus tard. C'est à voir comme un flash. Il y a beaucoup, vous avez peut-être eu beaucoup le témoignage de personnes, avant d'entrer dans une voiture, il y a comme un ultime réflexe de survie, y compris chez la personne pas intuitive, de je ne vais pas monter. Pour une fois, on écoute son intuition et la voiture, malheureusement, a un accident. Et vous l'avez senti comme une évidence. C'est ne pas monter dans un avion quand on le sent pas, ne pas prendre un job, c'est comment je m'autorise, même si ça a l'air d'être le coup de foudre professionnel, comment il y a cette petite voix qui prévoit que le projet va se planter alors qu'il a l'air super bien parti. Donc ça, c'est l'intuition précognitive. Et il y a Jung notamment, et ça, je le vois tous les jours en coaching de personnes intuitives, qui dit que l'intuition, c'est comme un univers auquel on est tous connectés, un univers métaphorique, poétique. Et finalement, toute ma démarche de coach spécialisée sur les personnes au potentiel intuitif, c'est connecter les personnes à cet univers intérieur. Et je ne suis pas dans le j'y crois et j'y crois pas. Ma seule intention, c'est que ce soit aidant pour atteindre des objectifs professionnels concrets, tout simplement. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je suis conscient du biais de sélection que les personnes elles viennent avec mes articles, où il y a un certain code couleur dans mes articles, il y a certains mots employés. Mais quand la personne se connecte, descend en elle-même et qu'elle se connecte à son univers intérieur, il y a des petites choses qui reviennent d'une personne à l'autre qui sont extrêmement intéressantes et qui me servent d'outils pour voir, pour poser des hypothèses. On est que dans les hypothèses en coaching, pour poser des hypothèses si la personne s'autorise vraiment à se connecter à son identité profonde ou s'il y a encore quelques blocages. Donc cette hypothèse de Jung d'un univers que pour moi l'intuition, c'est pas uniquement un flash qu'il faut écouter. Ce flash, il vient de tout un univers intérieur auquel on va apprendre à se connecter petit à petit et qui va être un guide extraordinaire pour enfin avoir une carrière qui prend en compte, une stratégie de carrière qui prend en compte tous les éléments. Que ce soit une stratégie d'indépendant, en tant que manager, recruteur, DG, ce que vous voulez. Il y a une autre forme d'intuition qui est l'intuition jungienne, je dirais. Là, je parle plus de fonctionnement intuitif. Ce n'est pas seulement un signal qui arrive qu'on écoute comme ça, c'est tout un fonctionnement. C'est une orientation intuitive de la pensée. Et c'est important d'en parler parce que ça permet de tellement déculpabiliser en tant que personne qui a ce type de fonctionnement. C'est que, à toutes les échelles de la vie, qu'il s'agisse de trouver le sens de la vie, qu'il s'agisse de résoudre un problème de mathématiques, qu'il s'agisse d'être dans le cadre d'un projet, c'est-à-dire finalement à toutes les échelles de temps, vous allez avoir l'énoncé du problème. Ça, c'est tiré de notre livre Tous HPI, comprendre et libérer les potentiels qu'on a coécrit avec Nathalie Lourdel, où on parle beaucoup de différentes formes de haut potentiel, y compris de l'intuition. Et vous allez avoir donc l'énoncé du problème, et ça va mouliner à un niveau inconscient. Et
quand on ne connaît pas l'intuition, on croit qu'on est procrastinant, on croit qu'on fait partie de ces personnes qui ne savent pas choisir, on croit qu'on a un problème. On croit qu'on fait partie de ces personnes de cette époque qui n'arrêtent pas de zapper. Enfin, il y a toutes les interprétations qui vous sont proposées, alors que c'est un fonctionnement complètement normal pour la personne intuitive, parce qu'au niveau inconscient, il y a comme un moteur extraordinaire qui attend de trouver la juste réponse, mais alors parfaitement juste. Et quand ça ne vient pas, quand par exemple le juste job que vous voulez trouver ne vient pas, accueillir qu'il manque un élément d'information pour trouver où aller. C'est le petit élément bleu que vous voyez sur le schéma. Mais à un moment, quand c'est juste, c'est parfaitement juste. Et dans le cadre d'un projet en système d'information, par exemple, vous n'avez pas simplement trouvé la réponse, mais vous avez trouvé la réponse à ce qui était sous-jacent à la question. C'est un niveau de profondeur absolument infini. Et j'interviens beaucoup dans les entreprises pour accompagner les dirigeants, les RH, à se rendre compte de ce niveau de profondeur de la personne intuitive dont elle-même n'a pas du tout conscience parce que c'est une personne qui doute et dont les autres ne vont pas avoir conscience non plus. Et la personne intuitive, c'est une personne qui est hyper à l'aise avec la dernière minute et ça, pour les managers, c'est important de le comprendre. Elle va prendre du retard, prendre du retard, prendre du retard, mais ça se fait en dernière minute, mais alors ça rattrape 1000 fois le retard à la fin. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et tout le sujet pour la personne intuitive, c'est est-ce que je suis dans la procrastination? Parce que ça peut être une fuite, la procrastination aussi. Ou est-ce que je suis dans mon intuition? Encore une fois, on est sur le thème de notre conférence. Est-ce que c'est juste là de retarder, de prendre plus de temps pour faire ma recherche d'emploi? Ou est-ce que c'est une fuite? Et l'intention, c'est que vous trouviez des clés pour poser des hypothèses sur la juste réponse. En tant que personne intuitive, on a une orientation particulière de la pensée aussi dans une entreprise. Ça va être une personne qui voit les possibles, elle voit le futur, ce qui l'intéresse, que ce soit une intuition extravertie ou une intuition introvertie, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Elle s'intéresse à ce qui est profondément singulier, ce qui est innovant, ce qui va apporter du nouveau, ce qui va ouvrir les possibles. C'est le futur, c'est tous ces sujets, c'est son orientation de la pensée. Et finalement, au-delà des mots, c'est ce regard sur l'univers qui vous dit beaucoup plus que les mots qu'il y a autour de ce regard, cet autre regard de la personne intuitive. Et c'est un regard qui est complémentaire. Et si vous n'êtes pas une personne intuitive, là, je parle de la part de vous qui êtes connecté à l'intuition et à laquelle vous pourriez peut-être vous connecter un peu plus. Et la personne qui est plutôt séquentielle, et on a besoin de tous dans une entreprise, bien sûr, elle est plus connectée aux traditions, au processus, à ce qui est connu, à ce qui a démontré par les faits que c'était rigoureux, que ça apportait des résultats, ce qui est très intéressant aussi. Et dans une équipe, toute la question, ça va être de comment marier les personnes intuitives avec comment faire danser les personnes intuitives avec les personnes séquentielles, et à l'intérieur de chaque personne, comment faire danser les deux. On est sur les symboliques féminins, masculins de Jung également quand on parle de ça. Alors, j'ai fait une très très rapide capsule sur les liens entre le haut potentiel et l'intuition, parce que scientifiquement, d'après ce que j'ai lu, il n'y aurait pas de lien particulier entre l'intuition et le haut potentiel, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et je remarque que sociologiquement, beaucoup de personnes qui viennent me contacter parce qu'elles se sentent intuitives, elles passent un test derrière parce qu'un certain nombre de personnes leur disent il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être un haut potentiel à regarder, et elles se disent y compris les femmes, à cause des injonctions reçues par l'éducation, vont me dire c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est pas du tout moi, je suis pas du tout concernée par le haut potentiel. L'intuition, ça me parle, mais le haut potentiel, pas du tout. Et les personnes passent un test et elles ont des résultats incroyables par rapport à ce qu'elles imaginent. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire une petite capsule. Quand on s'intéresse à l'intuition, quand on est ici ce soir, c'est peut-être pas pour rien. Je suis quand même spécialiste du haut potentiel aussi. Il y a peut-être quelque chose à regarder autour du haut potentiel. Et je peux vous rassurer tout de suite que c'est un continuum. Il y a plein de formes de haut potentiel, comme on l'a écrit dans notre livre avec Nathalie. Alors, je vais aller très, très rapidement là-dessus parce que je suis conscient que j'ai déjà beaucoup parlé. C'est le haut potentiel. Ça se mesure au sens strict, tel que défini par la psychologie. Ça se mesure par un bilan qui s'appelle le WAIS. Et il y a une forte mémoire, il y a une rapidité de la pensée, il y a une pertinence de la pensée. Et le lien que je vois avec l'intuition, quand même, c'est qu'il y a cette capacité à trouver les lois cachées derrière des données qui ont l'air d'être déconnectées entre elles. Il y a notamment des exercices où
il y a des matrices avec des formes complètement différentes. Et le sujet, ça va être de trouver la loi sous-jacente qu'il y a derrière. Et d'après ce que j'ai pu lire, d'après les études qui ont été faites, la personne au potentiel n'a pas une meilleure intuition que les autres, mais quand il y a intuition, elle est souvent plus pertinente. Il y a une corrélation aussi, il y aurait une corrélation, pour être très prudent, hein, avec la métacognition, avec la créativité. Il y a une corrélation complexe avec la créativité, mais une corrélation tout de même. Et c'est ce qui me fait poser l'hypothèse que tout de même, si on prend en compte différentes formes de haut potentiel, il y a un lien entre haut potentiel et intuition. Et souvent, chez celles et ceux que je rencontre, même si ce n'est pas scientifiquement corrélé, il y a une intensité du vécu, une grande sensibilité qu'on apprend à s'approprier, à apprivoiser également. Et pourquoi je fais cette parenthèse? Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au fil de mon expérience, je me suis finalement spécialisé. Alors, j'aime accompagner toutes sortes de personnes, y compris des personnes pas forcément concernées par le haut potentiel, mais je me suis spécialisé globalement chez personnes avec à la fois un haut potentiel et de l'intuition. Pourquoi? Quelle est l'intention derrière? Et quelle est l'intention derrière d'en parler dans les entreprises? C'est que la personne au potentiel est séquentielle, elle est déjà très reconnue par le système scolaire et par l'entreprise. C'est beaucoup plus facile pour elle, en moyenne bien sûr, d'être reconnue. Alors que l'intuition, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, c'est quelque chose qu'on remarque si difficilement chez soi et que l'entreprise va si difficilement prendre en compte, s'autoriser à voir. C'est que j'aime beaucoup dire dans les entreprises qu'il faut déjà être une entreprise intuitive pour reconnaître l'apport des personnes intuitives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de positionnement concurrentiel pour une entreprise, toutes les entreprises peuvent faire passer des tests psychologiques pour voir si on raisonne rapidement. Donc, par rapport à la concurrence, il n'y a pas tellement d'avantages stratégiques. Mais s'intéresser à l'intuition et détecter ces personnes à la fois au potentiel et avec une part d'intuition, là, il y a peut-être moins d'entreprises qui le font. Et pour moi, on a besoin dans une entreprise de toutes les formes d'intelligence qui apportent à la communauté, sauf que c'est les formes d'intelligence les moins reconnues, parce que l'intuition, c'est encore très tabou. C'est quelque chose, c'est paradoxal l'intuition, hein. C'est sulfureux comme sujet. C'est très étudié par l'armée, par les entreprises les plus stratégiques, et en même temps par des entreprises classiques, ça va être considéré comme ésotérique. C'est ça qui est intéressant. Il y aurait des liens entre, on va en reparler ensemble, entre l'intuition et la multipotentialité aussi, je remarque souvent, c'est se sentir profondément multiple à l'intérieur, la multipotentialité. Et tout le sujet, c'est s'autoriser à se créer un mode de vie aligné avec ce besoin de multiplicité, s'autoriser à se dire que c'est totalement normal si vous ne trouvez pas un sens de la vie, une vocation, un job idéal, que vous posez ces objectifs, c'est le meilleur moyen de vous mettre en échec, c'est plutôt vous connecter à cette multipotentialité, à cette intuition, et y aller en faisant confiance à cette multipotentialité pour vous ouvrir naturellement les opportunités qui seront justes. Donc je referme cette petite capsule. Les talents des personnes intuitives. Là, on va descendre un peu plus proche de l'intuition. C'est, comme je vous le disais, c'est cette capacité, dans le cadre d'un projet, là, on regarde localement ce qui se passe dans un projet, cette capacité à avoir une vision globale dans le cadre d'un projet, à embrasser un projet dans sa globalité et à voir les lois cachées derrière des données qui peuvent sembler disparates. En contrôle de gestion, j'ai été dans ce domaine à un moment donné et j'ai bien vu l'apport que pouvaient avoir les personnes intuitives là-dessus. Elles vont prendre en compte l'ensemble des données et voir le vrai sujet qu'il y a derrière. Évidemment, les évidences immédiates dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a, je l'ai évoqué aussi, l'efficacité en dernière minute. Je reviens encore une fois sur la finesse de perception des émotions. Et souvent, quand on est une personne intuitive, on croit que c'est normal de percevoir comme une évidence qui se joue entre les gens, mais en fait, c'est un talent qui est rare. C'est des machines à détecter les incohérences, à détecter ce qui n'est pas congruent entre ce qu'une personne dit et ce qu'une personne fait. Sauf que tout le sujet, c'est de s'autoriser à le voir comme un talent, de s'autoriser à utiliser ce talent
il y a aussi une dimension multitâche et c'est la personne qui va relier les services, qui va relier les domaines de compétences, qui va s'émanciper de ce problème dans les entreprises qui est la sur-expertise et les silos. Et la personne, quand elle a apprivoisé son intuition, je dis bien quand elle l'a apprivoisée, quand elle a travaillé, que ce soit en thérapie ou en coaching, ça devient des leaders dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je l'ai vu très concrètement, hein, c'est des personnes qui vont relier le haut de l'entreprise avec les salariés. Alors que il y a beaucoup d'entreprises qui sont au bord du conflit social, mais même si personne ne veut le voir, parce qu'il y a une décorrélation complète entre le monde de la finance, le monde des COMEX et ce qui se passe de très concret sur le terrain. Et c'est des personnes qui, naturellement, elles vont parler avec tout le monde, elles vont se sentir en égalité avec tout le monde et elles vont relier cet ensemble. Il y a une capacité à gérer la complexité qui est fulgurante, notamment pour les personnes directrices générales et intuitives. Et surtout, et encore une fois, si on s'autorise à apprivoiser ce sujet, c'est la profondeur de l'imaginaire qui va aider, notamment en direction générale, à prendre les décisions justes. On va y venir tout à l'heure. Comment, dans la direction générale, par exemple, je peux sentir si cette intuition est juste, même si elle a l'air d'aller contre toute logique. Mais une fois que l'intuition est apprivoisée, je pense à de grands groupes français notamment, ce serait stratégique pour le pays en termes de souveraineté nationale notamment, qu'il y ait beaucoup plus de personnes intuitives aux directions générales et dans les équipes de direction. Et les entreprises qui ont réussi, que l'on va jalouser en se disant que c'est des entreprises immorales comme Google par exemple, que c'est des machines à cash, c'est tout simplement des entreprises intuitives qui ont eu comme stratégie d'accueillir des personnes intuitives et de connecter ces personnes intuitives entre elles, et elles deviennent irrattrapables, ces entreprises aujourd'hui. C'est toujours pareil, y compris en tant qu'entreprise, quand il y a quelque chose qui nous agace sur le marché international, en quoi ça parle dans ma stratégie d'entreprise de ce que je ne m'autorise pas à faire? Est-ce que je suis peut-être dans l'entre-soi, dans mon entreprise, alors que ces entreprises qui réussissent, c'est l'intelligence qui est sélectionnée au-delà du réseau? C'est souvent ça le sujet. Et alors, j'ai parlé des talents des personnes intuitives et tout le défi de la personne intuitive, je l'ai représenté comme ça, c'est que vous avez conscience d'une partie de cette intuition. Des personnes même qui s'intéressent à leur intuition depuis 20 ans, elles ignorent qu'il y a toute une face cachée, toute une part de l'intuition qui n'est pas explorée. Et ce schéma, pour moi, il est multisystémique. C'est la part de l'intuition que je ne vois pas, que je ne m'autorise pas à explorer parce qu'il y a les nuages d'adaptation. Je m'adapte pour être aimé, comme je l'ai fait depuis enfance. Il y a les nuages d'adaptation qui me cachent de cette intuition. C'est le reflet dans une organisation de ce que je ne m'autorise pas à voir. Je vois mon COMEX, je vois mon équipe, je vois ce qui se passe dans quelques services, mais il y a des sujets de fond que je ne vois pas. Et souvent, il y a le reflet systémique entre la part de moi qui est restée dans l'ombre, que je ne vois pas, la part de mon intuition qui est restée dans l'ombre, et la part de mon entreprise qui est restée dans l'ombre. Et avancer dans son intuition, notamment dans la direction générale, avancer dans cette connexion à son intuition, c'est avancer dans sa connexion à son entreprise. Je fais vraiment le reflet entre les deux. Plusieurs défis chez la personne intuitive. Le sentiment d'illégitimité et d'imposture, parce que c'est une intelligence qui est si peu connue. La personne intuitive va développer ce que j'appelle les expertises intuitives. Elle me dit souvent en coaching, parce qu'elles jugent leur parcours avec le regard d'une personne séquentielle, avec ce qu'elles ont appris. En coaching, elles vont me dire, je ne vois pas en quoi je suis une personne différenciante par rapport à la moyenne. Qu'est-ce que j'ai vraiment pour prétendre à la direction générale, pour prétendre sur le marché du coaching, par exemple, à trouver mon identité par rapport à d'autres, alors qu'on ne voit que ça sur LinkedIn, qui je suis pour prétendre à telle ou telle position. Et le drame, c'est qu'elles vont aller à des positions qui sont à 3 niveaux inférieurs au niveau où elles devraient aller. Ça crée un décalage entre une incongruence entre leur puissance, leur énergie, le niveau où elles devraient être et le niveau où elles sont. Et ça crée le jeu qu'elles n'ont que trop connu, les jalousies, qu'elles ne comprennent pas. On leur met des bâtons dans les roues, même si au début tout a l'air OK dans la prise de poste. Et c'est le harcèlement, le burn-out, ou au mieux une perte de sens. Et elles font un grand pas quand elles comprennent que tout le sujet, que tout est au commencement, c'est écouter justement son intuition dans la prise de poste,
et arriver au juste niveau, même si ça prend plus de temps d'arriver à ce juste niveau. On va répondre à cette fameuse question, c'est bien beau Mathieu ce que tu nous dis là, mais il faut bien trouver un poste, il faut bien manger, il faut bien gagner de l'argent. On va répondre à cette question tout à l'heure. Et donc le sujet, c'est le sentiment d'illégitimité, d'imposture. Et ce qu'on fait en coaching, et vous pouvez déjà faire ici, c'est prendre le temps d'aller trouver ces expertises intuitives. Alors là je parle du slide suivant, qui sont tout au fond de vous, d'aller les trouver. Et c'est là où se situe notamment votre zone d'excellence. Alors la zone d'excellence, c'est très intéressant et c'est très paradoxal. C'est ce que vous faites qui est pour vous une évidence. Vous n'imagineriez pas une seconde mettre un tarif là-dessus et le vendre. Si vous êtes manager, dans votre posture de manager, c'est quelque chose, c'est un talent que vous avez et que vous faites sans vous en rendre compte. Vous avez des feedbacks super positifs là-dessus, mais vous les jetez derrière votre épaule parce que ça n'a pas tant de valeur que ça. Et c'est ce qui a énormément de valeur et c'est ce qui peut être différenciant pour vous dans la suite de votre carrière. Donc, il y a tout un travail d'aller reconnaître les expertises intuitives. Et en coaching, on va utiliser le langage intuitif, on va oublier le langage séquentiel, on va utiliser un langage métaphorique intuitif pour aller détecter ces expertises intuitives. Parce que le langage classique, il met systématiquement en échec la personne intuitive et il ne va pas y avoir de secret, elle va croire qu'elle n'a aucune compétence particulière. C'est qu'il faut, encore une fois, le sujet de la personne intuitive, c'est quoi au fond? C'est, ou de la part intuitive de soi, bien sûr, hein, je parle à tout un chacun, c'est s'autoriser enfin, dans la manière de regarder sa carrière, à se connecter à son langage intuitif, à une manière intuitive de se représenter les choses. Et là, comme c'est indiqué sur votre CV, ce que vous allez indiquer, c'est le sommet de l'iceberg. C'est ce que vous voyez avec votre regard formaté classique. C'est ce que les recruteurs, du coup, voient avec leur regard formaté classique, parce qu'il y a un reflet systémique entre ce que le marché voit et ce que vous voyez de vous-même. Et c'est comment, toute la question, c'est comment aller voir les petites pépites qu'il y a tout au fond, là, tout au fond de vous. Un sujet, c'est évidemment dans la communication, dans l'équipe, dans l'entreprise, la personne qui va avoir une communication parfois trop évanescente, parfois un peu complexe. Mais pourquoi elle a une communication évanescente, cette personne intuitive? Parce que sinon, elle dirait trop les réalités qui dérangent. Et elle hésite entre ne rien dire, mais si elle ne dit pas rien, elle va tout dire. C'est dur de trouver la juste place, la juste limite. Et un grand questionnement de la personne intuitive, elle va faire 1000 formations, communication non violente, etc., pour réussir à bien communiquer, alors que son sujet, c'est au contraire de se lâcher un petit peu sur le désir de vouloir s'adapter à tout prix, parce que plus la personne intuitive va vouloir s'adapter et bien communiquer, plus on va lui demander d'être parfaite et lui reprocher quand elle ne communique pas parfaitement. Il y a ce paradoxe. Le sujet de la personne intuitive, c'est finalement accepter de faire des erreurs, se donner le droit à l'erreur et d'assumer d'être soi et d'être un peu imparfait dans la communication, de ne pas être CNV, de ne pas être coach à 100% tout le temps dans la communication. C'est un sujet qu'on va aborder ensemble à nouveau. C'est comme si en tant que personne intuitive, vous aviez différentes antennes, vous, vous parlez à différents niveaux en même temps, alors que la personne, elle ne capte qu'un niveau. Et j'aime beaucoup dire, vous m'avez peut-être entendu le dire, que ce que l'on dit en tant que personne intuitive, c'est 10 ans de thérapie pour la personne qui a en face de vous ou pour l'équipe. Mais vraiment, alors que ce n'est pas votre intention, vous faites de la thérapie sauvage, alors que ce n'est pas votre intention, et vous étonnez que la personne ait une réaction un petit peu de rejet, qu'elle vous mette un peu au placard après la profondeur de ce que vous venez lui dire. Parce que ce que vous dites, l'intuition, au niveau symbolique, c'est ce qui menace le secret familial de se révéler. C'est la menace pour la personne qui reçoit cette intuition que tout ce sur quoi elle a construit sa vie, tout le mensonge sur lequel elle a construit sa vie, tout le secret familial sur lequel elle a construit sa vie soit révélé. Même si vous ne parlez pas psychologie, hein, même si vous parlez d'un sujet concret de COMEX, la manière, la croyance que vous allez remettre en question à travers ce que vous allez dire, même si ça semble anodin, ça vient toucher directement le récit sur lequel la personne elle a construit toute sa vie. Donc on imagine, on comprend mieux alors le réflexe de défense que peut avoir l'autre en face. Et donc, il y a une perte de confiance qu'on peut résumer comme suit. C'est je ne connais pas mon intuition, je ne connais pas mon fonctionnement,
Donc, je me crois bizarre, alors que je suis une personne juste encore plus normale que les autres et dont les entreprises n'ont jamais eu autant besoin parce que pour moi, l'intuition, c'est ce qui va vraiment y avoir de complémentaire avec l'IA. C'est pour moi grave pour une carrière de ne pas se connecter à la part d'intuition qu'on a en soi, parce que c'est dans cette part d'intuition qu'on trouve sa singularité et ce que l'IA ne pourra pas reproduire tout de suite. En se connectant uniquement à la part très hyper masculine, parce que c'est les injonctions de notre société, à la part très séquentielle et rationnelle, ben, on risque de faire ce que l'IA va faire très bien. Donc c'est vraiment important pour une carrière, c'est ce qu'il y a de plus rationnel pour une carrière de se connecter à cette part intuitive. Et donc, quel est le problème de la personne intuitive quand elle ne connaît pas cette intuition? Elle va faire les mauvaises rencontres parce qu'elle est dans le paradigme du petit enfant qui s'adapte pour être aimé, comme elle n'a pas confiance en elle. Elle va arriver avec les recruteurs avec cette vibration parce que c'est une histoire d'énergie. On va parler d'énergie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle peut être parfaitement CNV et coach dans sa communication, mais dans l'énergie, c'est évanescent, c'est en demande de validation. Et cette demande de validation, ça va créer d'emblée un jeu relationnel inconscient pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, qui va faire jouer le triangle victime, sauveur, persécuteur dès le départ. Et ça va se voir dans la prise de poste, au bout d'un an, au bout de 2 ans. Souvent, ça se voit au bout de quelques mois. Ça démarre bien, mais on sent que le jeu commence à se révéler au bout de quelques mois. Surtout, ça se voit quand on commence à vous mettre dans les pattes de l'opérationnel, alors que ce n'est pas ce qui était décidé au départ contractuellement. C'est pour diminuer un petit peu votre puissance, mine de rien, pour que l'entreprise ne comprenne pas les enjeux de fond auxquels elle doit faire face. Et le risque, là, c'est de s'adapter toujours plus. Plus je m'adapte, moins je postule au bon niveau, moins je suis au bon niveau avec mes équipes, plus je me sens en échec et plus je m'adapte, ainsi de suite, jusqu'au burn-out. Alors, j'insiste sur une chose, le burn-out, ce n'est jamais votre faute. Le drame du développement personnel, c'est de commencer à dire que c'est la faute des gens qui se sont inconsciemment créés quelque chose. Mais si on se met dans une analyse purement symbolique de la situation, purement sociologique, parfois, on va préférer laisser l'extérieur parler et le corps parler, c'est-à-dire laisser un burn-out s'exprimer pour se rendre compte que c'est ailleurs qu'il faut aller. Parce que on est plus reconnu sociologiquement quand on passe par un burn-out pour s'autoriser à être coach, par exemple, pour s'autoriser à monter son activité d'indépendant, plutôt que quand tout va bien, qu'on est dans la finance, qu'on gagne beaucoup d'argent, et dire à sa famille le soir comme ça, ah, je vais être coach. Ça passe moins sociologiquement. Du coup, inconsciemment, on va se débrouiller pour passer par quelque chose de très difficile. C'est un jeu inconscient qu'on va créer avec l'employeur pour pouvoir justifier auprès de la société qu'on écoute un peu plus son intuition. Et je comprends, je comprends à quel point c'est difficile d'écouter son intuition quand tout va bien, mais c'est peut-être l'intention ce soir, c'est comment vous pouvez vous autoriser à ne pas attendre que ça aille mal pour écouter cette intuition. C'est-à-dire à ne même pas avoir besoin d'avoir de mauvaises prémonitions sur ce qui va se passer. C'est à prendre les justes voies au-delà même, en amont même d'une intuition qui irait vous prévenir. On va en parler ensemble. On va un peu élargir le concept d'intuition. Comment on reconnaît une intuition? J'ai parlé de ce signal tout à l'heure discret qu'on ressent au niveau du corps. Je vais aborder là le thème qui va être le plus important de cette conférence dans la slide suivante. Il y a aussi, pour moi, l'intuition, et je le partage avec vous en toute subjectivité, là c'est basé sur expérience, c'est aussi des personnes qui voient ce qui est là, qui voient ce qui se joue d'émotionnel entre les gens. Donc, ce n'est pas un flash là, c'est simplement voir ce que d'autres ne voient pas, voir les énergies, par exemple. Il y a aussi, ça peut se communiquer par les rêves, l'intuition, et c'est des rêves qui ont une nature particulière. C'est pas comme les délires classiques qu'on a pendant la nuit où on sent que c'est juste un mélange de choses qu'on a vécues pendant la journée. C'est des rêves qui ont une tonalité profonde, particulière, et quand on se donne l'intention de faire plus de rêves intuitifs, c'est très intéressant de voir comment ça répond. Et c'est des symboles à ne surtout pas prendre au pied de la lettre, mais pour se poser les justes questions. Et il y a les synchronicités, c'est-à-dire quand on commence à orienter notre intention sur le fait que peut-être des phénomènes extérieurs vont nous guider sur la juste voie pour soi,
alors il y a des petites choses qui se passent et qu'il est intéressant d'écouter. Ça, c'est des différents types d'intuition que je ne vous ai pas dit au départ pour des raisons pédagogiques, mais l'intuition, c'est en fait un petit peu plus large que ces flashs que l'on a. Et là, j'aborde le plus essentiel, c'est comment on reconnaît que c'est juste. On reconnaît que c'est juste quand je parle d'un choix, je parle d'une rencontre, je parle du choix d'un job, d'un choix sur la juste posture de manager, par exemple, adopté, d'un choix RH, de tout ce que vous voulez. Mais, on va le voir après, pour moi, toute intuition, toute décision revient à une rencontre. À est-ce que je fais la rencontre de cette personne ou non? Parce que tout n'est que rencontre, tout n'est que relation, finalement. Pour moi, il n'y a pas de sujet technique. J'étais en contrôle de gestion et dans l'informatique. J'ai jamais rencontré un sujet qui n'est pas humain. Donc, au fond, prendre la juste décision, c'est quoi? Au fond du fond, c'est est-ce que cette personne est la juste personne pour moi dans ce contexte-là? C'est toujours ça, quelque part, une intuition. Ça peut être une personne physique, ça peut être une entreprise, ça peut être un système vivant, ça peut être un milieu composé de plusieurs personnes. Mais il y a toujours une question de est-ce que c'est la juste rencontre pour moi? Et euh, c'est juste quand il y a une sensation de dilatation quand vous êtes avec cette personne. C'est grand, c'est beau, c'est évident, c'est transparent. Il y a comme une petite faim, il y a comme un petit frisson agréable, c'est doux, et on peut tellement le rejeter quand toute sa vie, on a été habitué à ne surtout pas vivre dans la douceur, à ne surtout pas prendre soin de soi. Donc ça va tellement vite de rationaliser parce que le faux self, il est insupporté par l'intuition, il déteste ce concept d'intuition, le faux self. Donc est-ce que j'ai oublié des choses? Ça ouvre des possibles. Il y a cette notion de, ça élargit l'espace des possibles. Le corps est détendu, je ne suis pas en adaptation, je ne suis pas à me dire non mais ouais c'est bien. Quand on dit non mais ouais c'est bien et qu'on s'entend parler, déjà c'est pas juste. C'est le grand oui, on est simplement bien. Et ça peut varier selon les personnes bien évidemment, mais si je devais retenir quelque chose, c'est quelque chose qui permet à votre énergie d'aller encore plus loin, qui soutient votre énergie et qui la permet d'aller encore plus loin. Et j'aime bien faire le reflet systémique entre la juste décision pour soi et la juste rencontre pour soi. Ça, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou dans mes vidéos, mais je le reprends ici. Ça revient à choisir la juste personne pour soi, finalement, quand on prend une décision. Et c'est quoi la juste personne pour soi? C'est la personne. C'est tellement dur de s'autoriser à rencontrer une personne avec qui on va être enfin bien. Ça peut être une personne pas attirante, notamment dans la vie amoureuse. C'est typiquement la personne ennuyeuse qui ne vous attire pas parce que vous avez été tellement habitué aux relations toxiques, finalement, aux relations où vous devez être en adaptation parce que ça parle de votre enfance, ça parle de la relation avec le père, avec la mère. Donc c'est si dur de s'autoriser à faire des rencontres justes. Et la juste rencontre, c'est la personne qui soutient votre énergie. Vous êtes hypersensible, là je vois pas les mots qui sont écrits, mais ça tombe bien parce que les mots sont pas importants. Ça pourrait être, j'aurais pu écrire autre chose dans cette ligne de champ entre ces deux personnes. Mais il y a la personne soutient votre énergie. Vous êtes hypersensible, elle prend soin de votre hypersensibilité. Vous êtes une personne qui doutait beaucoup, qui avait besoin de temps parce que vous êtes une personne intuitive, elle vous laisse le temps et elle est OK avec ce temps-là. Vous êtes dans une situation de réussite fulgurante. Quand on écoute son intuition, la réussite est fulgurante. Pour la personne intuitive, elle se fait par marche. C'est des carrières qui ne se font pas du tout de manière linéaire. C'est plusieurs postes qui peuvent être pris en même temps. Mais plutôt que de vous jalouser, la personne, le soir, quand vous lui parlez au dîner, elle est simplement heureuse pour vous, sincèrement heureuse. Il ne va pas y avoir le petit oui, mais. Il ne va pas y avoir le petit mais est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas trop loin? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas te brûler les ailes? Et c'est là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? euh, il y a ce besoin de comprendre. La personne est claire dans la communication. Il n'y a pas de double jeu dans la communication. Il n'y a pas d'amour conditionné. Elle est dans l'amour inconditionnel, cette personne. Et je fais complètement le reflet systémique avec ce qu'est la juste décision. Est-ce que cette décision de carrière, par exemple, ou dans votre posture de manager que vous choisissez, est-ce qu'elle vous respecte? Est-ce que c'est une décision qui soutient votre énergie et l'énergie de l'entreprise? Est-ce que ça permet à la systémique organisationnelle d'aller vers quelque chose de plus créatif, de plus juste? On peut vraiment faire le reflet entre les deux. À l'inverse, l'objectif, c'est de même pas avoir besoin d'avoir ce type d'intuition. C'est euh, l'intuition que ça va pas, l'intuition que c'est pas le bon choix,
c'est quand, dans le choix d'un partenaire de travail, par exemple, quand vous dites euh, oui, mais cette personne, elle est super, elle est hyper intéressante, il y a un transfert idéalisant, vous allez admirer cette personne, mais les épaules sont un peu contractées quand vous vous observez en train de déjà justifier votre choix. Il y a quelque chose de l'ordre de la justification. C'est dans la vie amoureuse. Pourquoi je parle de la vie amoureuse alors qu'on est dans le pro ici? Parce qu'il y a un reflet systémique total entre ce qui se joue dans le perso et ce qui se joue dans le pro. Dans la vie amoureuse, ça va être la personne hyper attirante parce qu'on est attiré par les relations qu'on a que trop vécues. C'est le coup de foudre, mais déjà, il y a quelque chose, il y a le chaud et le froid dans la relation, il y a quelque chose auquel vous commencez subtilement à vous adapter, mais vous ne voulez pas être seul. Il y a cette peur de la solitude chez la personne intuitive, et du coup, on s'adapte. Et il y a une part de vous qui sent très bien comment dire, qu'elle prend le mauvais chemin. Vous vous voyez prendre le mauvais chemin, c'est ça qui est intéressant. Vous avez cette sagesse en vous, tout le monde a cette sagesse infinie en soi, mais vous vous voyez un peu de l'extérieur avec, avec un sourire qui est conscient de ce qui est en train de se passer, vous voyez prendre ce chemin. Et ça se voit, c'est la rencontre a l'air parfaite, mais il y a des maux de ventre après, il y a une sensation de froid, il y a, il y a des tensions. Et je fais le reflet systémique avec la mauvaise rencontre pour soi, parce que la mauvaise décision pour soi, c'est toujours quelque part une mauvaise rencontre pour soi. Je fais la rencontre de la mauvaise entreprise, je fais la rencontre du mauvais système vivant au sens large. C'est c'est très simple, métaphoriquement. C'est pour ça que la métaphore, elle va beaucoup plus au cœur, elle simplifie énormément les sujets qu'on pourrait prendre 2 heures à décrire. C'est-à-dire que la personne que vous forcez à rencontrer, parce que c'est l'histoire de votre vie, elle va pomper votre énergie plutôt que de soutenir votre énergie. À table, le soir, quand vous arrivez, vous êtes hyper contente de votre réussite professionnelle, de votre activité d'indépendant qui s'envole. Oui, mais un chiffre d'affaires, ça se regarde quand même à l'année. Il ne faut pas être content trop vite. Ne te brûle pas les ailes. Il y a ah, tu as un salaire plus élevé que moi. Ah, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance de réussir. C'est ces petits mots-là qu'on s'autorise à entendre quand on est au contact avec cette intuition, ces petits mots qui sont l'air de rien toxiques pour vous. Et là, je ne parle pas de la personne toxique, j'étiquette personne. On s'en moque si la personne elle est vraiment toxique ou pas d'un point de vue psychopathologique. Ce n'est pas le sujet ici. C'est est-ce qu'elle est toxique pour vous ou pas, cette personne. Est-ce que ce choix de carrière que vous allez faire, est-ce que est-ce que c'est juste? Est-ce que ça agrandit quelque chose? Est-ce que ça crée de l'ampleur? Ou est-ce que c'est toxique pour vous? Même si ça rassure la part de vous qui s'adapte pour être aimé, ça rassure le faux self. Il est si dur de quitter une personne que l'on doit quitter, de dire non à un choix que l'on doit ne pas faire, parce qu'on va envers contre toute l'éducation qu'on a pu avoir, y compris en tant que femme, l'éducation qu'on a pu avoir, parce que pour moi, bien sûr, il n'y a pas de différence cognitive entre les hommes et les femmes, mais il y a des différences en termes d'injonction de l'éducation. Alors, ça handicape énormément les hommes qui ont beaucoup moins le droit d'être en contact avec leur intuition, mais beaucoup plus les femmes, malheureusement, en termes de carrière. En tant que femme, comme par hasard, je vois très souvent des femmes qui arrivent dans un grand groupe, qui sont à la limite d'atteindre l'équipe de direction ou la direction générale. Comme par hasard, il y a une plus petite entreprise qui va avoir l'air d'être beaucoup mieux. Et alors qu'en fait, la personne, elle sent inconsciemment que dès le départ, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Mais c'est revenir dans une entreprise un peu plus petite parce que je n'aurai pas le droit, en tant que femme, de dépasser le conjoint, d'être à un certain niveau de puissance dans la société. Et la personne se raconte des histoires, c'est la machine à rationalisation dont je vais parler tout à l'heure. La personne se dit, ça ne fait pas sens, c'est gros comex, c'est grosse responsabilité, et puis de toute façon, je n'aurai jamais le temps, et je ne suis pas à ma place, alors qu'au fond, c'est c'est du bluff tout ça. C'est simplement la peur de sa propre puissance. C'est l'ultime, comment dire, l'ultime action du faux self qui rattrape la personne qui croit avoir travaillé son faux self depuis longtemps. C'est dingue, comme je vois souvent, ces décisions, ces fausses bonnes décisions arriver au moment où la carrière serait sur le point d'aboutir. Mais ce qui est merveilleux, et là je donne une nuance d'espoir, c'est qu'il y a toujours l'opportunité de rebondir dans une carrière. Quand on écoute son intuition, on peut avoir des postes fulgurants parce que l'intuition, c'est un raccourci pour réussir. C'est ça qui est intéressant. Et là, je vais aller sur le cœur
de cette conférence. C'est à la limite ce qui aurait de plus important à retenir parmi tout ce que je vous ai dit, c'est détecter la machine à excuses pour ne pas écouter ses intuitions, pour ne pas écouter ce qui est juste pour soi. J'avais fait un petit exercice sur LinkedIn pour celles et ceux qui ont eu le temps de le voir ce matin. J'avais mis des points d'interrogation à la place de ce qu'il y a à droite. C'est il y a une intuition en entrée, cette chose qui est si dure à entendre. Et il y a la machine à rationalisation qui fonctionne et comment on détecte. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes pour qui les termes de précognition ne sont pas du tout des termes ésotériques, qui voient ça tous les jours, qui accompagnent elles-mêmes des personnes avec de la précognition, qui ont énormément d'expérience sur le sujet, mais notamment pour les personnes au potentiel. Le faux self est toujours malin et il peut toujours à tout moment rattraper la personne, surtout quand elle est au moment d'avoir un aboutissement au niveau de sa carrière. Et il y a un choix, je vais mettre au vert. Finalement, je vais quitter Paris, je vais quitter la région parisienne, je me mets au vert et je descends un peu dans ma carrière. Et là, le discours a l'air parfaitement juste. C'est parfaitement adapté au discours actuel, alors qu'en fait, c'est du bluff, c'est la machine à rationalisation qui a marché pour ne pas s'autoriser à écouter quelque chose qui serait profondément juste, mais qui aurait dérangé l'entourage. La personne aurait été à un niveau de puissance qui aurait quelque part dérangé les injonctions de son éducation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, surtout chez la personne au potentiel, la fausse bonne intuition, elle est complètement adaptée, je la repère comme ça, maintenant j'ai l'habitude, elle est complètement adaptée au mode du moment. Ça va avec l'écologie, ça va avec les belles valeurs. C'est comme la personne toxique, elle a le costume des plus belles valeurs de notre époque. Elle est pour sauver la planète, la personne toxique, elle est pour accompagner les malades, elle est dans les plus belles associations. Et puis, elle va vous culpabiliser de tuer la planète, elle va entrer dans ces discours-là. Alors, mais vous autorisez pas à ce moment-là à avoir l'incongruence complète entre la personne qui est pour l'écologie et qui n'est pas écologique avec vous, dans la manière de communiquer avec vous. C'est une évidence quand on s'autorise à le voir, mais on est aveuglé par ce à quoi on était trop habitué dans l'éducation. Donc, la machine à excuses, ça va vous sortir une fausse intuition qui prend tous les apparats de ce qui semble vous parler. Mais comment vous le détectez dans la finesse? C'est que vous commencez à être sur la défensive. En coaching, je vois très bien, oui Mathieu, mais quand même, c'est euh, cette autre option de carrière qui, comme par hasard, m'aurait mis à un certain niveau de puissance, ça ne correspond pas au monde dans lequel je veux que mes enfants puissent vivre. Et au niveau des épaules, on sent quelque chose. Il y a un truc qui se défend déjà. Il y a une raideur. On est sur la défensive. Ça se voit. Et c'est comment vous pouvez apprendre à l'auto-détecter chez vous, cette défensive, quand vous vous rationalisez de vous à vous-même un choix qui n'est pas le bon. Dans une rencontre, dans un choix de management, un choix RH, bien sûr, on va arriver aux exemples très vite. Au niveau du cœur, vous sentez au fond que c'est la peur qui parle. La peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, la peur de mal faire. Chez la personne intuitive, il faut avoir tout fait avant de faire. Il faut avoir fait les 1000 diplômes, être 1000 fois trop légitime avant de s'autoriser quelque chose. Et je le vois beaucoup chez les personnes entrepreneurs. Et au niveau, alors, le plus intéressant, c'est quand vous vous écoutez parler. C'est les mots que vous employez pour défendre quelque chose qui n'est pas juste. Et, et les mots que vous voyez chez la personne qui n'est pas juste pour vous et qui défend les plus belles valeurs, hein, cette personne, c'est qu'il y a des mots négatifs. Et ce qu'il faut s'autoriser, c'est quelque chose de très confrontant que je vais vous dire là. C'est très dur de se l'approprier. C'est laisser tomber les phrases et vous contenter de regarder les mots. La personne qui dit dans une première rencontre, toute mon histoire de vie, ça a été d'apprendre à dompter la violence et à la dépasser. C'est beau, hein, quand on écoute la phrase. Moi, j'entends le mot violence, j'arrête la relation tout de suite. Y compris en tant que coach, je me dis qu'elle a besoin d'un autre type d'accompagnement à la personne. C'est s'autoriser à prendre le premier mot qui dérange et à s'arrêter là. C'est ça une intuition aussi. C'est la personne qui dit, mais quand même, vous êtes coach, vous recherchez un partenaire, par exemple, et la personne a dit, j'ai un outil hyper intéressant. Outil? Est-ce qu'on est des outils en tant qu'être humain? Ok, pas besoin d'aller plus loin. C'est s'autoriser à vous arrêter au premier mot qui n'est pas juste, qui commence à vous mettre en adaptation. Alors après, je mets une nuance importante. Il y a des personnes hyper perfectionnistes qui vont rompre une relation au moindre mot qui ne va pas. Je fais la distinction entre les deux. Là, je parle bien du début
d'une relation. On a tous des mots qui ne conviennent pas, on fait tous des erreurs, j'en fais plein ce soir, des... mais, là, je parle vraiment dans le tout début d'une rencontre. Et il y a ce que le corps ressent aussi au moment de cette rencontre. Autorisez-vous, ça c'est vraiment, si vous entendez que ça de cette conférence, c'est déjà extraordinaire. Écoutez-vous quand vous êtes en train de rationaliser un choix qui n'est pas le bon. Écoutez cette posture un peu sur la défensive que vous avez. Le développement de l'intuition, si je devais le dire en une phrase, c'est se laisser du temps. C'est ce que j'ai moi-même fait à un moment de ma carrière. J'ai senti que ça ne prenait pas une voie avec de la saveur, comme je vous le disais, avec de la vie. J'ai pris un job que j'aurais pu considérer comme un job placard hein, avec mon ancienne perception des choses. Et j'ai pris tout simplement du temps pour me poser, pour réfléchir. Et c'est en s'accordant du temps de créativité que vous allez laisser émerger les intuitions. Vraiment. Et le temps, pour moi, ce n'est pas du temps avec la famille, hein. Ce n'est pas du temps avec le travail, c'est pas du temps au sport, c'est vraiment des bulles où vous prenez le temps de vous connecter à cette intuition. Mais après, c'est déjà un défi. Rien que le fait de prendre du temps pour soi, c'est facile de le lire comme ça. Mais ça demande déjà de dépasser tellement de barrières. Et là, pareil, chacun prend du temps pour soi différemment. Écoutez votre intuition sur la manière de prendre du temps, sur la manière qui vous convient de prendre du temps. Il y a des personnes qui finissent à pas d'heure et c'est parfaitement juste pour elles. Et elles sont culpabilisées parce qu'elles travaillent beaucoup, parce qu'elles ont une carrière. Pour certaines personnes, être dans cet équilibre instable permanent entre la vie professionnelle et familiale, c'est parfaitement juste. C'est ce qui va donner beaucoup de richesse à la vie familiale également. Donc c'est vraiment chacun qui trouve ses outils pour développer son intuition. Mais il y a quand même cette notion de s'autoriser à prendre du temps pour soi, à respirer régulièrement, se lever et tout simplement respirer, se mettre debout en fait. L'Apple Watch est très pratique pour ça. Il y a des outils pour se rappeler de se mettre debout régulièrement. Et c'est marrant comme ça permet de se remettre les idées en place. Et on s'était noyé dans un verre d'eau au niveau professionnel. Et rien que le fait de se mettre debout, de faire un tour dans la pièce et de revenir sur l'ordi, on voit les choses complètement différemment. Le focusing, c'est beaucoup d'études ont été faites sur c'est quoi une thérapie performante, c'est quoi une thérapie qui va vraiment aider la personne. Et c'est quand on laisse des temps de silence et que la personne, plutôt que d'être dans le discours, plutôt que de raconter sa vie, là, elle est dans la justification. Quand elle raconte sa vie, elle pose sa résistance dans la relation thérapeutique. Euh, la personne va prendre le temps de se connecter au corps. Quand elle dit quelque chose, en coaching, je dis toujours, quand la personne me dit quelque chose, ça fait quoi dans le corps ce que tu dis? Et ça donne des réponses tellement plus justes sur l'essence de ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. C'est le fait de prendre le temps de se connecter à ce qu'on ressent ici dans le corps qui va permettre de prendre des décisions stratégiques. Et bien évidemment, je vais très vite là-dessus, il y a se connecter aux rêves. Alors, il y a des personnes rêveuses lucides, c'est quelque chose de tout à fait démontré scientifiquement. C'est pendant un rêve, se rendre compte qu'on est en train de rêver. Et on peut s'entraîner à faire ça. Et c'est absolument passionnant parce qu'on peut, quand on prend conscience qu'on est en train de rêver dans un rêve, on peut modifier les éléments du rêve, on peut dialoguer avec des personnes, c'est-à-dire dialoguer directement avec son inconscient. Et ça, pour toute personne intéressée par le développement personnel et le développement de l'intuition, c'est le Graal, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Moi, je suis rêveur lucide et c'est quelque chose qui m'aide énormément pour mes coachings. Je prépare mes séances en rêve lucide. Et je suis déjà en dialogue, c'est comme si j'étais en dialogue avec la personne cliente. Quelque part, on s'est vu avant que le coaching commence. Et des fois, je le sens très bien. Et c'est comme si on s'était préparé inconsciemment à ce qu'on allait se dire pendant la séance. Qu'est-ce qu'on décide qu'on va laisser dans l'ombre parce que c'est trop tôt? Qu'est-ce qu'on décide de mettre sur la table cette fois-ci? Donc, intéressez-vous au moins au rêve, je dirais, à toutes les activités, le sport, qui crée quelque chose d'un peu hypnotique. Alors, hypnose, hein, ça peut sembler perché, c'est un état naturel, l'hypnose, complètement naturel. C'est comme quand on fait du sport et puis que l'esprit vagabonde. C'est simplement que vous allez essayer de systématiser un peu plus cet état naturel que vous avez naturellement. Un élément fondamental aussi, pour que la carrière ait enfin un sens, c'est d'abandonner, s'il vous plaît, toute recherche du job qui serait juste pour vous, de la juste posture de leader, de la bonne communication.
c'est apprendre à abandonner ça, c'est ça le vrai sujet, et vous connecter à ce que j'appelle l'identité professionnelle symbolique. C'est ce qu'on fait souvent au début de coaching, c'est que la personne va descendre tout au fond d'elle-même, et je vais lui poser la question, si cette identité professionnelle ou cette stratégie de carrière, hein, si c'est une couleur, si c'est une odeur, qu'est-ce que c'est? Si c'est une vibration, si c'est un monde qu'on pouvait aller découvrir ensemble, ce serait quoi? Et ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que ça va donner une boussole beaucoup plus fiable et beaucoup plus rigoureuse pour choisir les justes opportunités pour soi que n'importe quel nom de job qui peut toujours être interprété direction générale, ça peut vouloir tout et rien dire. Par contre, euh, une étoile avec des nuances de bleu, pour une personne, ça peut dire très très précisément, c'est quand elle va postuler pour un job, quand elle va choisir sa posture de manager, est-ce que c'est étoile bleue ou est-ce que c'est autre chose? Elle va pouvoir le sentir à un niveau intuitif très très précisément. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est abandonner le fameux juste job, je veux trouver le sens de ma vie. On est multipotentialiste en tant qu'intuitif, il y a souvent une multipotentialité. Et bien sûr qu'on est à la quête de plusieurs sens en même temps. Tout le sujet, c'est de faire l'abandon de cette manière séquentielle de voir les choses qu'on a appris pour se dire, OK, tout le sujet, c'est de me connecter au présent, ici et maintenant. L'avenir, je ne l'ai jamais vu. Le passé, je ne l'ai jamais vu non plus. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu le passé ni l'avenir. Ici et maintenant au présent, et vous pouvez en faire l'expérience, comment je me connecte à mon énergie et comment je laisse mon énergie particulière me guider pour créer des opportunités. Et quand on fait l'abandon de trouver des objectifs précis, ce qui est très intéressant, c'est que ces objectifs précis et mesurables, ils viennent naturellement. C'est comme si ces objectifs, quand on est à leur poursuite, ils se mettent à fuir, exactement comme quand on veut vendre quelque chose, quand on veut vendre une prestation, quand on veut vendre son truc, quand on veut trouver un job, évidemment, tout se met à fuir. Ces objectifs concrets, ils arrivent naturellement quand on écoute son intuition. Pour moi, c'est une aide à poser en coaching des objectifs beaucoup plus factuels, mesurables, mais qui sont des objectifs comportementaux. C'est plus des objectifs dans le processus créatif, dans la manière de construire sa carrière, que dans tel ou tel point d'arrivée qui ne fera peut-être plus sens avec les évolutions du monde d'ici quelques années. Contexte précis, la posture de manager. Si je devais résumer les centaines de témoignages que j'ai eus en écrivant ce livre avec Nathalie Lourdel, c'est, là je parle d'intuition toujours, hein, c'est se mettre à la juste distance. Quand est-ce que la distance est juste? Quand est-ce que c'est trop près et que ça va brûler mon équipe? Quand est-ce que c'est trop loin? C'est rarement trop loin, je l'ai rarement vu hein, dans les témoignages. C'est qu'en voulant sauver, en voulant faire au mieux pour votre équipe, en voulant faire au mieux pour l'entreprise, on la brûle et on se brûle en même temps. On met trop de pression, on met trop de pression à niveau inconscient. Parce que ce que vous ne comprenez pas souvent, c'est qu'il y a un flux systémique total entre la pression que vous mettez et la pression que vous mettez sur les autres. Vous avez beau dire aux salariés, mais vous pouvez terminer maintenant, prenez soin de vous. Si vous restez vous-même à 22 heures, la personne dans sa tête, elle reste jusqu'à 22 heures. Le reflet est complet entre ce que vous vous imposez et, et ce qui va revenir, et ce que l'autre va ressentir à un niveau très inconscient. Et le pire, c'est quand c'est un niveau inconscient. Il vaut mieux que ce soit dit à un niveau conscient à la limite, cette exigence. Et c'est prendre la juste distance par rapport à son désir de bien faire, par rapport à sa mission, même si on veut sauver le monde en tant que personne intuitive, c'est prendre aussi la juste distance par rapport à ce désir de sauver le monde. Peut-être que l'univers n'a pas du tout besoin d'être sauvé. La planète se met dans le contexte de l'univers, elle n'a pas du tout besoin d'être sauvée. Cette planète, elle n'a jamais demandé. Je n'ai jamais entendu le demander. En la sauvant, ce qu'on risque de faire, c'est de la sauver pour la mettre encore plus victime, cette planète, et pour la persécuter, pour jouer un triangle avec. Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à être utile à quoi que ce soit. C'est ça qui est stratégique. Il n'y a pas à être utile à quoi que ce soit. C'est simplement faites ce qui vous semble juste, faites ce qui agrandit l'espace des possibles, ce qui donne une impression de sérénité, pas d'excitation, pas de j'ai absolument envie de faire ça, mais simplement de sérénité. Et en lâchant un peu votre entreprise, y compris quand vous êtes dans la direction générale, en trouvant cette juste distance, votre rayonnement ne va pas trop brûler l'équipe et c'est comme ça qu'intuitivement, vous allez trouver la juste posture de leader. Et les témoignages que j'ai eus de DG, c'est qui sont tout le contraire de ce qui est conseillé dans les ouvrages de management. Ils ont une direction générale typique. Certaines personnes, ils vont avoir des relations très personnelles avec, parce que c'est juste à ce moment-là, alors que ce serait un jeu relationnel dans un autre contexte. Pour certaines personnes, ça va être un peu plus éloigné. Elles vont
souvent dans les témoignages que j'ai, souvent c'est des personnes beaucoup plus rapides que l'entourage professionnel et il y a un décalage lié à cette rapidité. C'est comment je me mets en méta et comment je peux rigoler avec les autres de cette différence intuitive. Mais sans que ce soit un rire jaune, sans que ce soit un rire qui vous diminue. Trouver le juste rire, c'est tout un art. C'est comme chez les humoristes. C'est quand est-ce que ce rire est dans le discours, quand est-ce que ce rire est vulgaire, c'est quand est-ce que c'est parfaitement juste. Et c'est comment trouver la juste manière de rire de vous-même, finalement. Ça, c'est encore un sujet. Si vous avez des questions sur les aspects concrets, n'hésitez pas. Dans la carrière, j'en ai déjà parlé, c'est comment je mets l'intuition aux commandes et, et je mets la pensée séquentielle en aval. Comment je mets le féminin intérieur dans un monde où l'intelligence artificielle va remplacer l'hypermasculin, comment je mets le féminin intérieur aux commandes de ma vie et ma vie professionnelle, et comment la pensée séquentielle, elle est extrêmement utile, cette pensée logique et séquentielle, mais elle va appliquer en quelque sorte ce que dit l'intuition. Bien sûr qu'on va la garder, cette pensée séquentielle, mais il va y avoir comme une danse, c'est comment vous allez trouver la juste danse entre cette pensée séquentielle rigoureuse qui vous a amené jusque-là aujourd'hui et cette intuition. Peut-être quelques tout derniers éléments sur comment faire un choix, parce que c'est le sujet de cette conférence, comment je fais le juste choix en tant que personne intuitive. Et c'est élargir son regard. C'est plutôt que il y a souvent deux parts qui combattent en vous, la part intuitive, l'enfant intérieur qui veut se libérer, et puis la part qui se dit parent normatif, c'est la personne qui prend soin de vous et qui veille aux aspects financiers, par exemple. Et tout le sujet, ça va être, et c'est ce qu'on fait en coaching, prendre le temps de parler à chaque part de soi et de les laisser danser ensemble. Et qu'elles vont ensemble, c'est comme quand on laisse une équipe danser ensemble. Là, je parle de coaching d'équipe aussi. Il y a une danse qui va se faire et qui va créer quelque chose de beaucoup plus beau que ce qu'aurait pu créer chacune des personnes individuellement. Et ce qui est très intéressant, et c'est un dernier truc, peut-être une dernière chose que je vous propose d'accueillir, c'est que la pensée qui se dit rationnelle, qui vous dit prends tout de suite tel job parce que tu as des enfants, tu as une famille à nourrir. Déjà, on est deux pour information dans un couple, mais la personne, elle s'approprie souvent une surresponsabilité pour elle-même. Donc, il faut prendre tel job, sinon tu mets en danger ta famille au niveau financier. Sauf que la personne, elle croit qu'elle est rigoureuse en disant ça. C'est-à-dire cette pensée se croit rigoureuse, mais elle oublie que faire un AVC, ça met quand même un peu plus en danger la famille qu'une petite diminution du salaire, par exemple. Et ce que je partage avec vous, c'est pas aller au-delà des considérations matérielles dans un mode un peu développement personnel californien. On n'est pas du tout là, on n'est pas du tout sur ce registre. C'est prendre en compte dans votre analyse financière notamment tous les éléments. Et l'intuition, c'est déjà ça, se connecter à son intuition. C'est OK. C'est comme en trading, hein. C'est dans votre gestion des risques financiers par rapport à votre carrière. Prenez en compte votre actif immobilier, le cash que vous avez sur votre compte, les assurances que vous avez à votre disposition, les assurances que votre réseau vous donne, que votre famille vous donne, tout ça, c'est des sécurités qui sont à prendre en compte. Au pire, j'ai pas de toit, où est-ce que je me retrouve? Et vous vous rendez compte souvent, en coaching, on s'inspire beaucoup des thérapies comportementales et cognitives pour regarder au pire ce qui se passerait. Et au pire, finalement, ça va. Pour les personnes cadres en France, on est dans un des pays les plus sécures au monde. Je ne parle pas de l'ensemble de la population, bien sûr, on n'a pas tous la même chance, mais quand on est au niveau cadre, comme nous ici, il y a 1000 sécurités et c'est réussir à prendre en compte l'ensemble pour faire des choix de carrière les plus, pour le coup, rigoureux possibles. Et là, ce que je voudrais partager avec vous, c'est comment écouter l'intuition. Ça va aider à être rigoureux, y compris dans ses choix concrètement financiers, notamment en tant qu'indépendant. Donc voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. Ça a été un plaisir de partager avec vous et je suis là pour vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et on prendra évidemment aussi des questions en ligne. Alors, je vous laisse peut-être le temps de... Ah, une question. Oui, bonsoir, je m'appelle Béatrice. Bonsoir. Alors, d'abord, permettez-moi de vous exprimer toute mon immense gratitude
dans ce que vous mettez en mots. Enfin, je vous suis depuis longtemps et c'est incroyable de l'effet miroir de tout d'un coup d'avoir des éclairages. Donc voilà, une immense gratitude pour ça, Merci. pour commencer. Ma question portait sur la suradaptation nécessaire et notamment le fait que dans beaucoup de situations, cette suradaptation, elle se traduit parfois par des combats qu'on a l'impression de perdre et notamment qui visent à un rétrécissement à l'opposé de la dilatation dont vous aviez parlé. Ma question, elle est, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter d'aller au point où le rétrécissement il devient vraiment traumatique? Et est-ce qu'on est obligé de passer par ces combats-là? Et quelles sont les clés de survie un petit peu pour arriver à être à la bonne dose dans le maintien de ce qui est son intuition et des combats nécessaires autour? Voilà, merci. Alors, j'espère que je vais répondre à la question. La première chose qui me vient, c'est une réponse intuitive. Je partage avec vous ce qui me vient tout de suite. C'est s'autoriser à ne pas aller dans le combat, à refuser le combat, à dire non. Quand vous sentez qu'il y a un combat à venir, que vous allez devoir vous mettre en suradaptation, à sentir, à vous laisser traverser par cette pulsion à vous adapter, qui vient souvent de l'enfance pour une partie d'entre vous. Je ne dis pas que ça concerne toutes les personnes intuitives, évidemment, mais qui souvent vient de l'enfance. C'est ce qu'on appelle le contre-transfert en psychanalyse, il me semble. Je me laisse traverser par ce par quoi, par le grand jeu par lequel je vais être happé. J'accueille et je reste là. Je ne bouge pas. Je me laisse traverser par cette envie de me suradapter. Et, or, bien sûr, Winnicott a parlé de l'équilibre faux self et vrai self. C'est important d'avoir un faux self, c'est-à-dire une part de suradaptation pour fonctionner en société. C'est encore une fois toute une danse qu'on va faire entre les deux. Mais comment cette adaptation va être stratégique au service de votre intention de carrière? C'est-à-dire quand il y a un combat, peut-être que je vais aller faire une prise de poste, je sais que ça va mal se passer, et c'est OK tant que c'est au niveau conscient. Tant que c'est en conscience et que j'évite le burn-out et que je sais m'arrêter au moment où je devrais m'arrêter. Je sais que ça va durer 3 ans, par exemple, que ça va me permettre de m'enrichir un peu en termes d'expérience, et après, je vais faire autre chose. Et l'important, c'est de s'écouter pour voir si c'est en conscience ou si c'est subi. J'espère que j'ai répondu à la question, sinon je peux aller plus dans le détail. Il y a une question en ligne. Euh, Bonsoir et merci pour ce superbe exposé. Une question, avez-vous des conseils sur la façon de trouver des clients sensibles à ses intuitions et au HP? Trouver des clients en tant que quoi? Trouver des clients qui sont sensibles à cette dimension intuitive et aux personnes au potentiel, qui vont connecter avec ça. Alors, il y a des nuances entre trouver son client en tant qu'indépendant ou trouver ses clients en tant qu'entreprise, mais finalement, tout se reflète. Donc, c'est OK pour moi de ne pas avoir la précision. Ce que j'ai fait pour ma part, par exemple, c'est être moi-même, écrire des articles qui peuvent avoir l'air complètement perchés pour une partie des gens, et c'est complètement OK. Et les gens, et c'est vous dire en tant que personne intuitive, ceux qui ne sont pas vos clients, qui vous fuient, qui vous demanderont toujours plus de vous adapter, des tarifs toujours plus bas et qui vous demanderont toujours de bosser plus, laissez-les partir. Surtout, laissez-les partir. Voyez ces personnes comme des personnes qui vous guident vers vos justes clients à vous. Et ce que j'ai fait dans ma propre activité, même si tout le monde me disait que j'aurais pas de clients à l'époque, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire. J'ai communiqué en toute transparence sur les approches de coaching qui faisaient sens pour moi, qui pour moi étaient les plus aidantes. Et j'étais dans l'accueil complet de cette possibilité d'avoir aucun client au départ. Et en tant qu'indépendant, je suis toujours. Et c'est cet accueil complet de cette possibilité d'avoir aucun client qui fait que j'ai réussi à trouver l'abondance justement parce que j'ai lâché, parce que j'ai trouvé une sécurité. Alors c'est un travail d'une vie. La sécurité ontologique, c'est se sentir en sécurité à l'intérieur sans que ça dépende d'éléments extérieurs. C'est se dire quoi qu'il arrive dans ce vaste monde avec tout ce qui va se passer, je saurai rebondir. C'est tout un travail de se dire ça. Et c'est cette sécurité intérieure qui m'a permis, en tant que personne intuitive, d'assumer pleinement mon intuition et d'attirer, de faire venir à moi les justes personnes avec qui c'est absolument merveilleux de travailler parce que ça part de quelque chose de, de juste. Et je suis là s'il y a besoin de précision pour cette question. Merci beaucoup, Mathieu. Moi, j'ai une question parce qu'effectivement, il y a l'activité coaching, mais j'aurais voulu avoir des informations sur la partie entreprise parce que j'ai compris aussi que vous travaillez, enfin, une sensibilisation auprès des entreprises et tout. Quelles sont les évolutions à ce niveau-là sur le côté intuition? Parce que c'est vrai que quand on a des intuitions, on voit tout de suite la solution.
c'est hyper compliqué parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas et nous, on va faire tout de suite, on va aller à la solution et les gens autour de nous, ils veulent qu'on saucissonne tout le truc en fait pour expliquer la solution. Est-ce qu'il y a une prise en compte? Est-ce que ça évolue ou est-ce qu'on est encore dans le trait, enfin, système des cases? Je dirais que c'est complexe de répondre à cette question parce qu'il y a tant d'entreprises qui sont intuitives sans le savoir, qui n'ont même pas besoin de poser le mot parce qu'elles accueillent un fonctionnement intuitif. Et il y en a d'autres qui disent travailler sur le sujet du haut potentiel, par exemple, et plus elles disent travailler sur le sujet du haut potentiel, moins il y a l'accueil réel de ce haut potentiel. Donc, avec toutes mes excuses, c'est complexe de dire quelque chose de général. J'ai l'espoir quand même que c'est en train d'avancer. Mais on est précurseur ici parce que c'est rare qu'en entreprise, quand même, je parle directement d'intuition. C'est un sujet très, comment dire, tellement stratégique qu'on en parle encore peu. Je parle beaucoup de haut potentiel, de multipotentialité parce que c'est un peu plus rassurant pour les entreprises. C'est finalement dans les petits cercles encore dans les entreprises que je vais parler de processus intuitifs. Comme si c'était quelque chose de secret, comme si c'était tabou cette notion d'intuition. C'est très intéressant. Je partage une question en ligne de Clara. Euh, donc, passionnant. J'ai appris à libérer mon intuition et à lui faire confiance. Je suis intéressée de savoir comment vous imaginez une collaboration entre l'intuition des individus et les IA génératives arrivant sur le marché, ChatGPT et compagnie. Pas facile. C'est une question absolument passionnante et je le vois, c'est-à-dire il y a certaines images que j'ai fait avec l'intelligence artificielle Midjourney et c'est extraordinaire que ce qui est en train de se passer pour les personnes intuitives, toute la partie qui les dérangeait avant, c'est-à-dire qui leur prenait du temps, c'est des choses qui vont pouvoir complètement automatiser. Et maintenant, je peux, quand je fais des posts sur LinkedIn, par exemple, je peux mettre les mots dans Midjourney euh, liés à mon intuition et ça donne des images absolument incroyables de beauté. Et, et pour moi, effectivement, ça va être comment relier IA et intuition, simplement laisser parler l'intuition, tout simplement. C'est et avoir ce feedback très intéressant. C'est comme le feedback entre la personne intuitive et le terrain, j'en ai peut-être pas assez parlé, et le terrain qui va permettre à la personne intuitive d'ajuster son intention. Il y a une boucle qui va se faire comme ça. Il y a cette même boucle qui peut se faire avec l'IA, c'est-à-dire l'IA, c'est comme si je fusionnais avec ce logiciel Midjourney. Il me dit ce qu'il serait peut-être plus juste de mettre comme dessin dans mes posts linking, par exemple. Ça donne un feedback qui est extrêmement intéressant pour affiner encore son intuition. Et je vois pour ma part l'intelligence artificielle quand même extrêmement positive. Ça va permettre, si l'homme le veut bien, ça va permettre un mariage absolument magnifique entre l'homme et la machine pour le meilleur. Mais ça dépend de ce qu'on en fait. Est-ce que tu aurais une clé ou une boussole à nous donner? Moi, j'ai été marquée par parce qu'elle me concerne, la ligne confusion. Comment distinguer quand on est dans un processus intuitif en train de se dérouler ou comment savoir si on n'est pas dans de la procrastination qui est en train de s'installer? C'est pas si évident à cet endroit-là, quand on est dans la confusion, de savoir où est l'intuition et de... Voilà. Est-ce que tu as une clé à nous donner? Une clé qui me vient, que je vois souvent par expérience, c'est que quand on est dans la procrastination, il y a quelque chose de rigide au niveau du corps. On retient quelque chose, on garde quelque chose. C'est... et le corps parle souvent. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas s'avouer. Il y a la procrastination, c'est quand on revient, c'est souvent quand on se donne un objectif. Je le vois souvent chez mes clients. L'objectif est juste, il est aligné avec l'intuition, mais trop juste, justement. Et puis après, plusieurs séances après, on va tout remettre en question et revenir dessus, se dire que c'était finalement pas juste. Ça, c'est une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mais qui m'indique que c'est peut-être de la procrastination. Parce qu'en tant que personne intuitive, on peut se dire, OK, je prends cet objectif et je vais le laisser évoluer, mais je le prends, j'y vais, je me lance. En fait, pour simplifier ma réponse, hein, souvent, quand on, quand on ne s'autorise pas à se lancer tout de suite pour tester une activité, à y aller, même si activité incomplète, hein, c'est de la procrastination. Et c'est un vrai sujet, notamment chez les coachs que j'accompagne et les indépendants avec une intuition, c'est même si tout n'est pas complet, même si on a l'impression d'avoir pas complètement trouvé son identité professionnelle,
allez-y d'abord, autorisez-vous à jouer, à tester, à voir comment le marché répond. Là, ça veut dire que c'est juste. C'est juste quand on est dans cette danse avec le terrain et le marché, quand on est dans ce dialogue permanent, quand on commence à retenir quelque chose, à faire son site internet, à attendre d'avoir fait telle formation pour trouver des clients, là, pour moi, je vous le dis, c'est la procrastination. Pour la personne intuitive. Peut-être pour juste aller dans le sens de la question et partager peut-être quelque chose de personnel. Moi, sur la procrastination, en fait, j'en ai deux. J'en ai une qui est très flottante, agréable, et donc elle ne me stresse pas, en fait. Et j'en ai une qui est extrêmement comme si on me tirait vers le bas, pesante, je dirais. Et en fait, par rapport aux deux points que vous évoquiez, moi, je les imagine comme ça. Et en fait, celle qui est légère, elle est toujours extrêmement productive, en fait. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à les repérer. Enfin, voilà, je voulais juste partager ma perception personnelle de ça. Merci beaucoup, c'est extrêmement riche et dans ce cas-là, j'aurais tendance à poser l'étiquette sur la première procrastination qui est positive, de processus intuitif, processus créatif. C'est normal, ça ressemble à la procrastination, hein, ça ressemble vraiment, sauf que dans les nuances, c'est différent parce que vous sentez que ça mouline, que c'est juste, que c'est... Alors que dans la procrastination qui tire vers le bas, mais le mot est là, ça tire vers le bas. Et peut-être que tout n'est pas injuste dans cette procrastination qui tire vers le bas, mais qu'il y a un tri à faire. Ça se fait dans le détail, après, c'est de la haute couture, hein, c'est... Une dernière question. Merci mille fois pour cet exposé magnifique qui m'a touché. Moi, j'ai une question sur le moment, puisque dans l'intitulé, il y avait écouter son intuition. À quel moment c'est juste? Est-ce qu'il y a un moment où c'est moins juste, où il faudrait être plus pensé séquentiel, logique? Enfin, voilà. Est-ce qu'il faut être tout le temps intuitif? Alors, merci beaucoup de me faire revenir sur ce sujet parce que c'était effectivement le sujet de la conférence. Il y avait la notion de moment aussi. C'est tout simplement quand l'intuition est là. C'est l'intuition qui dit c'est maintenant qu'il faut y aller. Dans une opportunité de carrière, par exemple, il y a tout le, comment dire, tout le faux self qui dit, toutes les injonctions qui disent ouh là là, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et il y a une petite voix qui dit hop, c'est maintenant. C'est comme en trading quand c'est le juste investissement en fait. C'est tout juste maintenant qu'il faut y aller. Après, ça va être trop tard. Et c'est ça en fait, cette notion de juste moment pour y aller. C'est quand il y a l'intuition que c'est maintenant. Et quand c'est trop tôt, il n'y a pas l'intuition. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette importance d'attendre dans certains contextes, notamment dans la recherche d'emploi, d'attendre. Alors, ça n'empêche pas de tester plein de choses sur le marché entre-temps. C'est pour ça que je conseille souvent de tester une activité d'indépendant pendant qu'on cherche un job salarié. On peut vraiment faire les deux. On va sonder le marché, on va jouer, on va tester. Donc, on n'est pas dans la procrastination. Mais pour trouver le juste job, on sent que c'est trop tôt, qu'on sent que intuitivement, encore une fois, c'est une autre forme d'intuition, qu'il y a quelque chose qui est encore à comprendre. On sent que ça se fait, c'est là, c'est quelque part, mais il y a quelque chose qui attend d'être découvert. Il y a la pièce du puzzle qui manque. Et je suis d'accord que c'est infiniment fin, et c'est pour ça que le coaching existe, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique pour tout le monde, c'est que c'est au cas par cas après qu'on essaye de poser des hypothèses, et on est toujours dans l'hypothèse, on peut toujours se tromper de est-ce que c'est de la procrastination ou le processus créatif qui est le processus intuitif. L'intuition, c'est aussi se donner le droit à l'erreur, et je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est tester ces intuitions vraiment avec une approche scientifique, c'est écrire ce que vous prévoyez en avance, voir si ça se passe, et puis ajuster. Il y a différents types d'intuitions il y a un tri naturel qui va se faire entre les types d'intuitions, et laisser émerger les intuitions qui marchent le plus. Merci Mathieu. Je ne veux pas créer de grandes frustrations, mais on arrive à l'heure dite. Il est 20h04. Merci beaucoup. Donc moi, je partage personnellement, on a beaucoup échangé avec Mathieu sur ce sujet et j'ai été très touchée aussi par tout ce que tu as partagé, par cette clarté. Donc, je vais te remercier vraiment très sincèrement. Vous remercier tous en ligne et ici d'avoir été présents pour votre écoute, pour cette atmosphère. Je ne sais pas si vous l'avez aussi ressenti en ligne, mais qui était très douce
et qui reprenait exactement tous les points, cet effet de dilatation, d'ouverture, en tout cas que moi j'ai ressenti. J'espère que vous aussi. Pour ceux qui sont ici, on poursuit les échanges autour d'un apéro juste à côté, dans le lounge. Pour ceux qui sont en ligne, merci encore. Et peut-être une dernière info, c'est que Mathieu va proposer un atelier dans le cadre d'HEC Live Project le 26 janvier. Voilà, donc plus d'infos très vite. Mais en tout cas, si vous avez envie d'explorer un peu plus, d'approfondir ces enjeux pour les personnes intuitives, multipotentielles, c'est au programme début 2024. Voilà. Merci à tous et merci encore Mathieu. Merci. Bonne soirée.